Bon, donc nous allons maintenant passer à l'exposé d'Emmanuel Davier qui va commencer par une petite vidéo d'une minute. Donc elle va se mettre en marche miraculeusement. La théorie du complot refait surface et les plus jeunes y sont particulièrement sensibles. C'est très difficile à ce moment-là pour les enseignants de porter une parole scientifique, une parole savante. Et moi, j'avais dit que peut-être il y avait des journalistes qui complotaient pour nous cacher des choses, pour faire de l'audience. Les journalistes, des producteurs notamment, se rendent régulièrement dans des collèges de la région parisienne pour une initiation aux médias. Pourquoi traite-t-on les attentats différemment en fonction du lieu où ils se produisent? Depuis Charlie, ça vous arrive de vous censurer? Ils font la prise de son eux-mêmes, hein. Ils sont vraiment la main à la pâte et ils apprennent tous les aspects du métier. Vous venez d'entendre le magnifique travail des 4e 7 du collège Jean Lursa à Sarcelles. On les voit s'épanouir de séance en séance, on les voit gagner en autonomie. Je pense qu'en fait, ils s'étonnent et ils se réalisent à travers ce projet. Si d'un seul mot, vous deviez qualifier Interclasse? Ouvert, expérience, inspirant, Magique, très édifiant, génial. France Inter. Interclasse. Interclasse, on kiffe. Bien, voilà, bravo. Et donc, nous allons passer à la pratique de la pratique, hein, avec Interclasse. Appuie sur le bouton vert. C'est bon, voilà. Merci d'accueillir France Inter, en tout cas la représentante du dispositif. C'est un grand honneur de vous parler aujourd'hui pour vous présenter donc ce dispositif d'éducation aux médias et à l'information. On l'a créé parce que, après les attentats de janvier 2015, de nombreux enseignants ont contacté notre rédaction afin d'être épaulés pour expliquer la liberté d'expression aux élèves et contrer les influences conspirationnistes. Alors, ce flux de sollicitations nous a obligés à réfléchir à ce que nous pouvions mettre en place afin d'apprendre aux élèves à mieux décrypter l'information et surtout à développer leur esprit critique face à face à la multiplication des canaux médiatiques. Donc, nous avons créé Interclasse. C'est un dispositif qui est unique dans l'audiovisuel français. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo, depuis son lancement, 700 professeurs et élèves ont été impliqués, ainsi qu'une centaine de professionnels de France Inter. Et la pérennité de ce programme est également rendue possible grâce aux convictions humanistes de nos partenaires, à savoir la Fondation de France, le Clémy et l'Institut pratique du journalisme de Paris Dauphine. Donc, pour vous présenter Interclasse, dans un premier temps, je vais vous présenter le contexte de sa création. Ensuite, je détaillerai la scénarisation pédagogique mise en œuvre avec des élèves qui expriment une forte défiance à l'égard des médias, ce qui me conduira enfin à examiner les apprentissages développés et comment les enseignants perçoivent l'engagement des élèves dans ce programme. Alors, détailler ce dispositif, ça nécessite une importante contextualisation, parce que sans celle-ci, il n'est pas possible de comprendre pourquoi la première station de Radio France s'est engagée dans le développement d'un outil d'éducation aux médias avec une si grande détermination. Cette contextualisation nous impose de replonger en janvier 2015, le 7 janvier précisément. En fin de matinée tombent les premières alertes de l'attentat terroriste qui frappe Charlie Hebdo. L'attentat, comme on le sait tous, fait 12 morts, des journalistes, des dessinateurs, des policiers, des civils. Dans les médias, les hommages se succèdent. Tous saluent la mémoire des victimes qui payent de leur vie le droit à l'expression. Et Yannick Déé, le directeur de la publication Le Temps des médias, écrit alors: « On peut donc en France mourir pour des dessins, mourir sous les balles de jeunes Français fanatisés qui ont pu fréquenter le système scolaire sans rien comprendre à l'image et à la liberté de regard. Par ce geste,
Les assassins de Charlie Hebdo ont provoqué une émotion, une prise de conscience et un débat de dimension mondiale. L'émotion considérable suscitée, en effet, dépasse les frontières de l'Hexagone, et le lendemain, Charlie est partout, sur toutes les unes de la planète. Le 7 janvier 2015 constitue une rupture historique dans l'histoire et dans l'univers de la presse, rupture que Pascal Horry, professeur d'histoire à la Sorbonne Paris 1, a immédiatement identifiée. Il écrit « Un régime autoritaire ou totalitaire peut arrêter, déporter, fusiller une rédaction. Un journaliste peut être individuellement molesté, torturé, assassiné pour des motifs idéologiques. Mais, à ma connaissance, il n'existe pas de précédent au massacre d'une rédaction dans la culture mondiale des médias. Le massacre de Charlie Hebdo est vécu comme une première, et à partir de cet instant, les médias de France, d'Europe, d'Occident et d'une grande partie de la planète ont reçu clairement le message « c'est nous qu'on assassine ». Le 8 janvier 2015, l'état émotionnel d'une partie de la France est à son paroxysme, et malgré la mobilisation des sphères politiques et médiatiques et la volonté de travailler avec rigueur, le manque de discernement dans l'appréciation et l'interprétation de l'attentat par d'autres citoyens français ou habitants sur le territoire se révèle flagrant les jours suivants, dévoilant alors une insoupçonnable béance dans cette belle unité nationale que l'on brandissait alors comme un étendard. Car en effet, chacun a voulu croire que tout le monde était Charlie, et donc on s'apprête à respecter cette minute de silence selon la volonté du président de la République. Et ce qui apparaît alors à tous, ou à certains en tout cas, comme un hommage allant de soi, se révèle extrêmement délicat dans certains établissements scolaires. Une enseignante de Mantes-la-Jolie note plusieurs types de réactions des élèves, soit de la compassion, soit un refus d'observer la minute de silence, refus affiché de manière violente avec des cris dans les couloirs de la part des collégiens. L'enseignante observe que les élèves ne connaissent ni le journal satirique Charlie Hebdo, ni le travail des caricaturistes. Difficile alors pour eux de partager le choc que produit l'attentat. Selon ce professeur, je cite, « La forte influence d'un certain islam les a également plus poussés à comprendre le geste des terroristes qu'à partager la peine des victimes. On n'avait peut-être pas assez mis l'accent à l'école sur l'importance de la liberté d'expression. Ils ont trouvé pour certains légitime de s'attaquer à des personnes qui caricaturaient le prophète. » En Seine-Saint-Denis, un professeur d'histoire-géographie constate, tout comme ses collègues, que, je cite, « La religion est un élément structurant de la vie de nombreuses familles et donc de nombreux élèves du collège. Leur vision de la religion et de la croyance peut être, pour certains, absolue, la loi religieuse passant avant les lois de la République. » Parviennent alors en nombre et très rapidement, à la rédaction de France Inter, des témoignages d'enseignants. Que je vous les lis. « Stupeur et tremblement dans les salles de classe de la République. Mes collègues et moi, ainsi que les collèges des établissements alentours, sommes abasourdis. Un tiers de mes élèves de 4e et 3e dans mon collège parisien trouvent que les humoristes de Charlie Hebdo l'ont quand même bien cherché. Nous tentons, malgré notre surprise et notre douleur immense, de faire réfléchir ces élèves à ce que nous tenions pourtant à tort pour acquis, liberté, égalité, fraternité, laïcité. Mais pourquoi vous le cachez ? La tâche n'est pas aisée. » Et loin de trouver les répliques adolescentes de leurs émotions, les enseignants sont confrontés à une réalité beaucoup plus complexe qu'ils n'avaient pas un instant envisagée. Un certain nombre d'élèves comprennent les motivations des tueurs et accusent les humoristes d'avoir une lourde responsabilité dans le drame dont ils sont victimes. Et le tout étayé avec des propos violents et un discours anti-républicain chez certains collégiens et certains lycéens. Dans les salles de professeurs, on estime que les remontées chiffrées des incidents survenus dans les établissements scolaires, 200 officiellement, selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale, ces chiffres seraient sous-évalués. Autre fait troublant, quand on demande des précisions sur la nature des dérapages, rue de Grenelle, on ne veut pas nous répondre. Donc c'est du côté des services de police qu'il faut se renseigner.
Et le quotidien, Le Parisien, se procure alors une note issue du ministère de l'Intérieur où les faits sont détaillés. Alors en voici quelques-uns. Des élèves ont refusé de respecter la minute de silence sur instruction de leurs parents. À Dreux, dans un collège, 60 élèves ont boycotté la cérémonie et certains ont demandé 1 minute de silence pour la Palestine. À Rissorangis, où Amédi Koulibaly, donc l'un des terroristes, a passé son BEP, de nombreux élèves ont crié Allahu Akbar et hurlé des slogans hostiles à la police. Et selon une enseignante d'histoire-géographie à Paris dans le 19e arrondissement, la réaction des élèves s'explique ainsi. « Je crois qu'ils ont eu le sentiment qu'on leur demandait d'être forcément pour ou contre Charlie. Et ça a été pour eux comme une espèce de conflit de loyauté, de choisir entre leur religion et ce que l'on attend d'eux dans le cadre républicain. » Et alors, donc, de nombreux enseignants reconnaissent qu'ils n'ont pas osé affronter les élèves. Ils ont préféré ne pas parler des attentats en classe, par peur de ne pas savoir quoi leur répondre, faute de formation sur la laïcité, par exemple, et puis par crainte également des débordements en classe. Et la rédaction de France Inter a dû alors faire face à une très importante demande de professeurs exerçant notamment dans les établissements situés en zone d'éducation prioritaire, désireux que les journalistes se rendent dans les classes pour expliquer en quoi consiste la liberté d'expression et la liberté de la presse. Un enseignant nous écrit « Quand avons-nous fait preuve de courage et de pédagogie pour expliquer à ces enfants que la sensibilité religieuse ne prime pas sur la liberté d'expression ? Comment ces enfants pourraient-ils s'approprier la morale républicaine que nous considérons comme tellement évidente que nous ne prenons même plus la peine de nous poser la question de sa définition si personne ne se charge de leur rappeler que la loi française est basée sur des principes qui s'appliquent indépendamment du fait religieux et du sacré? Comment le sauraient-ils ? Croyez-le ou non, personne ne le leur a dit. Personne, à part leur professeur d'histoire-géographie, débordé par les exigences du programme. Peu d'interlocuteurs pour un sujet si capital, peu d'écho donc dans ces jeunes consciences. Croyez-le ou non, pour ces enfants-là, la liberté d'expression pour vous si rebattue est née d'hier et de la dernière pluie, celle du 7 janvier 2015, et rien n'est plus fragile. Ainsi, en ce début d'année 2015, alors que la presse affronte l'actualité barbare des attentats, l'école prend également de plein fouet les événements parisiens des 7 et 9 janvier 2015. De nombreux enseignants sont désemparés. Et comment réagir alors que l'école n'est probablement que le reflet du reste de la société ? La directrice de France Inter, Laurence Bloch, souhaite alors que la radio s'engage dans une action citoyenne. Le désir d'action est là, mais la concrétisation reste floue jusqu'au 15 janvier 2015. Ce jour-là, la présentatrice du journal de 13h, Claire Servageant, souhaite donner la parole à un enseignant pour qu'il raconte les jours qui ont suivi les attentats. Je contacte Yanis Roder, qui est professeur d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis, et son passage à l'antenne est l'élément déclencheur du dispositif d'éducation aux médias que la direction de France Inter m'a ensuite demandé de concevoir. Dès le début de l'interview, l'enseignant indique que les élèves ont effectivement tenu des propos choquants. Il dresse le constat amer d'élèves abreuvés d'informations par les réseaux sociaux, par Internet, informations qu'ils n'ont pas les moyens intellectuels de hiérarchiser, de classer ou tout simplement de comprendre. Et de ce fait, dit-il, nous avons un immense problème. C'est que la parole de l'enseignant aujourd'hui n'est plus une parole au-dessus des autres, c'est une parole parmi les autres. Le professeur confie que cela fait 17 ans qu'il entend des propos antisémites, homophobes, sexistes, des propos qui remettent en cause les valeurs de la République. Il a tenté d'alerter les pouvoirs publics et les médias en vain. Cette interview est capitale. D'ailleurs, si vous souhaitez l'écouter, elle est toujours sur le site de France Inter à la date donc du 15 janvier 2015. Cette interview donc réalisée en direct à l'antenne. Laurence Bloch l'entend puisqu'à ce moment-là, elle est en régie. Elle vient aussitôt me trouver à la sortie du studio et elle me demande d'organiser au plus vite une réunion avec cet enseignant. Quelques jours plus tard, il est dans le bureau entouré par toute l'équipe de direction de France Inter et Laurence Bloch l'invite à parler longuement de son quotidien d'enseignant. Et
après l'avoir écouté, elle lui demande « Que pouvons-nous faire pour vous ?» Question inattendue, à laquelle le professeur d'histoire-géographie a pris le temps de la réflexion avant de répondre. Et il nous a dit qu'il faudrait un projet qui permette aux élèves de s'ouvrir vers d'autres milieux, d'autres personnes que celles qu'ils fréquentent, d'autres territoires que les leurs, à une possibilité de réfléchir ensemble sur le travail effectué, à la construction de l'information et donc un changement de vision et de considération du métier de journaliste et du rôle des médias. Et il a glissé le mot « classe média ». Et Laurence Bloch me charge alors de concevoir un projet sur les bases de ce que vient d'énoncer le professeur, avec au cœur de ce dispositif la conviction qu'il est essentiel de rétablir de la confiance entre la presse et les jeunes et de retisser du lien social. Donc, j'ai créé ce programme que j'ai appelé Interclasse et j'ai eu carte blanche. Alors, cette liberté a été exaltante parce qu'il y avait un modèle à concevoir, mais cependant, rien ne garantissait que les élèves adhèrent à cette aventure journalistique aux côtés précisément de représentants des médias que souvent ils détestent. Parce que est-ce qu'un journaliste est mieux placé qu'un professeur pour parler de la liberté d'expression, pour contrer des propos complotistes, ou bien un discours politico-religieux, voire francophobes? Eh bien, la réponse est non. Non, s'il se rend en classe sans être préparé émotionnellement et intellectuellement. Parce qu'intervenir dans un tel contexte, ça nécessite un contenu minutieux et structuré, tout en ayant à l'esprit que ce travail peut être totalement bousculé par les propos parfois très directs des élèves. Donc voici le scénario pédagogique de ce dispositif. Inscrire ce programme dans la durée s'est imposé d'emblée. Seul le temps long permet de comprendre la réalité de notre métier, ses exigences, ses codes. C'est un projet donc ancré dans la durée parce qu'il permet un suivi cohérent et rigoureux des apprentissages et donc il se calque sur la durée de l'année scolaire. Chaque participant consacre environ 40 à 50 heures à Interclasse, ce qui en fait un projet tout à fait ambitieux qui nécessite une implication forte et constante de la part des élèves, de l'équipe pédagogique et des professionnels de France Inter. Les séances durent 2 heures, elles sont programmées tous les 15 jours ou 3 semaines. Et le cadre des activités se partage entre les studios de Radio France, la salle de classe et le terrain des reportages réalisés par les élèves, parce que c'est le grand objectif à atteindre pour eux, c'est de faire un reportage, enfin par classe, ils font 4 reportages de 4 minutes qui sont ensuite diffusés dans la grille de l'été. Et cette implication, pour nous, elle est capitale parce qu'en participant à l'élaboration d'un reportage, ils comprennent mieux les mécanismes et découvrent les méthodes du travail journalistique. Il faut savoir que pour des néophytes, faire un reportage, c'est un défi immense à relever. Et puis pour une antenne nationale, les diffuser, ça peut être une vraie prise de risque. Alors, nous intervenons uniquement dans les établissements REP, c'est-à-dire en réseau d'éducation prioritaire. Ils sont situés donc dans les quartiers qui ont les plus grandes concentrations de difficultés sociales, ayant donc des incidences fortes sur la réussite scolaire. Et intervenir dans ces établissements, ça nous paraît en cohérence avec notre mission de service public. Le profil de ces élèves est connu. Un élève sur 2 est boursier. Plus de 50% des familles sont monoparentales. Le nombre de nationalités représentées est très important. La mixité sociale est quasi inexistante. Et il y a un déficit observé dans les compétences de base. Il apparaît également chez ces élèves des problèmes de positionnement liés au décalage entre les codes de l'école, de la famille et du quartier. Il y a également peu d'ouverture culturelle ou bien sur l'extérieur. Il y a peu de confiance, peu d'estime de soi de la part des élèves, un manque d'ambition et donc globalement des difficultés d'apprentissage. Comment, dans ce contexte-là, susciter de l'adhésion, de la motivation et une mobilisation des élèves, eh bien, en les faisant devenir acteurs de leurs apprentissages journalistiques. Alors évidemment, avant de commencer à travailler pendant une année, il est essentiel de connaître leur usage des médias et la perception qu'ils ont des journalistes.
Donc je leur soumets avant la première séance un questionnaire que j'ai élaboré. Et ce questionnaire n'a pas du tout un caractère scientifique, mais pour moi, il est nécessaire pour mieux connaître leur rapport à la presse. Et les réponses des élèves révèlent de la défiance, parfois même une franche hostilité. Et je vais vous livrer ici quelques-unes de leurs réponses. Alors, question. Selon toi, qu'est-ce qu'un journaliste? Donc là, avalanche de critiques. Les journalistes mentent beaucoup, ils écrivent n'importe quoi, ils déforment parfois la réalité, ce sont des fouines, des vipères, ils manipulent, ils travaillent pour le gouvernement. Autre question. Quelle image les médias donnent des jeunes? Alors, les réponses sont cinglantes. Ils nous prennent pour des racailles, ils disent que les jeunes des banlieues sont des personnes dangereuses. Pour eux, nous sommes des flemmards, des voyous, des ignorants, des dealers. Ou alors, ils ne parlent pas des jeunes. Ensuite, quelle image les médias donnent de ton quartier, de ta ville? L'image de ma ville dans les médias est celle d'une ville perdue, dans l'oubli, qui se dégrade. Dans les médias, ma ville, c'est la mort, les bagarres, les descentes, les conflits, une poubelle. Les médias donnent une très mauvaise image de mon quartier alors qu'on ne vit pas dans le danger. Et enfin, une autre des questions, il y en a beaucoup. Peux-tu donner des informations auxquelles tu ne crois pas? Je ne crois pas à la mort de Michael Jackson, mais je crois que les gens plus riches sont des Illuminati. Je ne crois pas que Neil Armstrong est parti sur la Lune. Je ne crois pas à l'attentat du 14 juillet à Nice. Je ne crois pas aux attentats en France. Les réponses de ces jeunes sont terribles et il faut réellement les entendre. Elles imposent à tous les journalistes, quel que soit le média pour lequel ils travaillent, de s'interroger sur ce qu'ils donnent à voir et à entendre de cette jeune génération qui grandit dans les quartiers populaires. Comment peut-on reprocher à des élèves de faire preuve de défiance à l'égard de la presse si le réel qu'ils côtoient chaque jour est tronqué dans des reportages qu'ils voient à la télévision et en particulier sur des chaînes d'information en continu? Ces jeunes souffrent véritablement de voir dans les médias leurs portraits souvent stéréotypés et caricaturaux. Alors d'autre part, on sait que les adolescents remettent régulièrement en question le propos des adultes. Bon, il en va évidemment de même pour les médias traditionnels. Les professeurs me confirment que ces propos sont également tenus en classe. Je cite, « Ils pensent que les journalistes sont des poucaves. Des poucaves, ce sont des balances. » Il n'est pas rare d'entendre que les journalistes sont des menteurs. Je l'explique, dit l'enseignante, par la division qui existe entre ceux qu'ils appellent les Français et eux. Ils en ont assez d'être rejetés par les médias et souvent catégorisés comme délinquants. La défiance des élèves également à d'autres sources qu'il convient d'identifier et de connaître avant d'amorcer les séances d'interclasse. Nous sommes face à des élèves qui, selon ce que nous rapportent les enseignants, ne comprennent tout simplement pas ce qui se dit dans les médias. Et ce constat, nous le dressons nous-mêmes lors des séances. Environ 2/3 de la classe n'accèdent pas à la compréhension de tout ce qui se dit dans un journal d'information. Et nous abordons ici un point absolument crucial. Lorsque le manque de vocabulaire se conjugue à la difficulté de l'expression écrite et orale, comment nommer les événements et comment comprendre la complexité du monde? Comment une jeune conscience peut-elle se construire intellectuellement et politiquement si elle maîtrise mal la langue, alors que la quantité de connaissances prérequises pour comprendre les médias est considérable? Une autre enseignante d'Aulnay-sous-Bois avance un argument supplémentaire pour expliquer la défiance à l'égard des médias. Beaucoup d'institutions, à commencer par l'école, apprennent à se méfier des médias par l'apprentissage de l'esprit critique. Par ailleurs, certains contenus des réseaux sociaux sont très virulents envers les médias, certains leaders d'opinion, leaders politiques le sont également. Conséquence, la pensée paranoïaque s'avère assez séduisante et on peut ainsi la résumer, la vérité est ailleurs et ce que l'on nous dit est un écran de fumée. Et on entre ainsi dans l'ère du soupçon pour reprendre et détourner le titre magnifique de Nathalie Sarraute. Alors pour ces jeunes, il existe une parade pour ne pas se sentir totalement perdu dans cette actualité angoissante, hyper spectaculaire, dans cet univers médiatique difficile à comprendre où une information chasse l'autre, où l'individu a le sentiment d'être dépassé par des enjeux politiques et économiques. La parade, ça consiste à se réfugier dans une lecture rassurante des événements, une lecture simplificatrice, où le système d'explication repose sur une vision alternative des faits et de la réalité,
Un monde régi, pour le dire simplement, par deux camps, eux et nous, ceux qui sont comme nous et ceux qui ne sont pas comme nous et qui appartiennent donc au camp des autres, voire de l'ennemi. Et cette vision binaire du monde, elle est régulièrement soutenue en classe par les élèves. Et on constate qu'ils valident alors des thèses plus ou moins fantaisistes pour comprendre le réel, avec pour conséquence des opinions davantage basées sur des croyances plutôt que sur des faits. Et donc ils forment ce que j'appelle des communautés de pensée très confortables, où ce qu'ils pensent n'est jamais remis en cause. Il y a une autre observation du professeur D'aulnay-sous-Bois pour expliquer le désintérêt de certains jeunes pour les médias traditionnels. Des élèves sont dans des référents, en particulier religieux, qui tournent en vase clos avec leurs propres informations et qui donc n'ont pas besoin de grands médias traditionnels. Il nous appartient donc, pendant les séances, de faire prendre conscience du rôle de l'information dans la société, et cette éducation est un pilier fondateur de la vie démocratique. Alors, quels sont les apprentissages développés en classe et les objectifs visés? J'ai modélisé chaque séance d'interclasse et elles sont très ritualisées. Chaque groupe de journalistes dans les autres établissements est libre de les organiser sur ce modèle ou pas, mais pour moi, la première heure d'une séance se déroule toujours ainsi. On commence par les titres de l'actualité. Les élèves prennent la parole pour expliquer ce qui s'est passé au cours des dernières 24 heures, en contextualisant et en indiquant la source de leur information. Alors généralement, lors de la première séance, il y a de magnifiques blancs radiophoniques, mais très vite, ils se prennent au jeu et l'actualité donne ensuite lieu à des débats en classe sur des faits de société. Ensuite, on décrypte toujours un reportage radio, donc ça nécessite une grande attention de leur part. Et la deuxième heure se déroule toujours en petits groupes et elle est consacrée à l'élaboration du reportage, à la mise en situation d'interview ou à la prise en main du matériel radio. Il y a deux moteurs qui fondent ma pratique en classe et je pense que mes confrères les partagent sans réserve, c'est l'exigence et la bienveillance. Et c'est réellement la fréquentation des ouvrages de Philippe Mérieux, qui est donc professeur en sciences de l'éducation, qui me conduit à articuler ces valeurs. Il écrit « L'exigence est la marque la plus haute de la solidarité et la complaisance, elle, cache souvent le désintérêt, l'indifférence ou le mépris. » L'exigence d'interclasse, c'est d'apprendre à penser par soi-même, à développer son esprit critique, avec pour corollaire une éducation à la citoyenneté. Et il ne s'agit en aucun cas de dire aux élèves quoi penser. D'abord, ça serait totalement présomptueux, contre-productif et à l'encontre de nos principes. Au contraire, il s'agit pour eux de prendre conscience qu'un point de vue se forge sur le temps long et non pas à la vitesse d'un tweet. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment leur reprocher de succomber aux sirènes du conspirationnisme ou bien de ne pas savoir faire la part entre le vrai et le faux, puisque personne ne leur a jamais expliqué comment s'informer sur Internet ou bien comment comprendre les réseaux sociaux. C'est pourquoi, séance après séance, nous leur apprenons à identifier une source, vérifier une information pour ne pas se laisser manipuler et pour qu'ils fassent un usage averti des ressources d'Internet et des réseaux sociaux. Donc, vous l'aurez compris, la parole est au cœur des séances d'interclasse. Et pour moi, le langage, c'est un axe central de ce dispositif. Les élèves sont des interlocuteurs dont nous prenons toujours la parole au sérieux, même s'ils énoncent, pour certains d'entre eux, des propos complotistes. Je pars du postulat que chaque élève peut dire ce qu'il veut au cours d'une séance. La parole est libre, mais le propos doit toujours être argumenté. Et c'est là que l'exercice s'avère périlleux pour des élèves qui sont enchevêtrés dans des thèses confuses, truffées de croyances et des raccourcis où tout fait sens. Donc en classe, chacun peut exprimer un point de vue et c'est très important en faisant des phrases complètes qui comprennent un sujet, un verbe et un complément. Et pour des adolescents, cet impératif d'argumentation et de construction linguistique s'avère un obstacle parfois infranchissable, mais ils se plient à cette contrainte. Pourquoi ? Parce que rapidement, ils comprennent qu'ils doivent s'exercer à s'exprimer en vue des interviews qu'ils auront à faire et pour les émissions qu'ils vont enregistrer pour l'été et qui passeront dans la grille de France Inter. Voilà, donc chacun a l'obligation, lors des séances, d'écouter le point de vue de l'autre sans l'interrompre. J'ai bien conscience, devant une assemblée aussi attentive, que dire des choses aussi simples peut paraître surprenant, mais je vous assure que dans les classes, c'est vraiment ce qui est essentiel à formuler.
Et pour qu'ils prennent l'habitude d'écouter et d'attendre pour prendre la parole, je leur explique que dans un studio en radio, si tout le monde parle en même temps, eh bien l'auditeur ne peut pas comprendre. Donc, on considère à chaque séance que l'espace de la classe devient un studio de radio et que le respect, c'est la règle. Et cette règle, elle est vite assimilée et pour certains, le fait de s'imaginer dans un studio de radio, ça devient très efficace. Alors, instaurer des débats sur l'actualité ou bien sur les reportages lors des séances, pour moi, c'est très important, puisque cette pratique, c'est une réplique exacte de ce qui se passe lors des conférences de rédaction quotidiennes. Donc, on se situe là dans une dimension journalistique majeure. Une conférence de rédaction, c'est un lieu d'échange, de confrontation d'idées. Et la lecture de la philosophe Martha Nussbaum m'a également largement influencée dans ce choix pédagogique. Dans son livre « Les émotions démocratiques », la philosophe américaine s'interroge sur la meilleure manière de former le citoyen du XXIe siècle et de l'éduquer à la démocratie. Et elle explique que la finalité essentielle de l'éducation est de former les élèves afin qu'ils puissent pleinement participer à la vie démocratique. Et elle recommande qu'ils apprennent à entrer dans une relation pacifiée avec les autres, à échanger ensemble dans le respect de chacun. Ce que j'observe véritablement, c'est que ces moments de débat en classe conduisent les élèves à adopter une attitude plus ouverte à l'égard du point de vue de l'autre, et ils s'étonnent d'ailleurs eux-mêmes de s'écouter les uns les autres quand ils prennent la parole. La parole, c'est également lors des reportages qu'ils la prennent. En 3 saisons d'interclasse, donc une centaine de reportages ont été réalisés par les élèves. Chaque année, les angles de reportage varient et sont déterminés par un vote en classe. Le vote, c'est une manière très appréciée pour exprimer une opinion des élèves. Enfin, c'est une manière de faire qui est très appréciée par les élèves. Et cette année, le thème des reportages, c'est la devise républicaine. Liberté, égalité, fraternité, que signifient ces mots lorsqu'on a 15 ans et que l'on grandit à Saint-Denis, à Grigny, à Paris, dans le 19e arrondissement, à Aulnay-sous-Bois ou bien à Sarcelles? Que signifient ces mots lorsqu'on nourrit une immense défiance à l'égard de la classe politique et de la classe médiatique? Donc j'ai proposé de les faire travailler sur la devise parce que la première saison d'Interclasse, j'ai pu mesurer à quel point ces mots étaient totalement désincarnés pour ces jeunes. Et force est de constater qu'après avoir réfléchi et débattu sur ces notions en classe, eh bien, ils s'en emparent avec beaucoup de pertinence pour aller faire leur reportage. Alors, en faisant du reportage, précisément, ils sont confrontés à d'autres réalités, ils renoncent à l'entre-soi, ils sortent de leur confort mental et géographique, ils vont au-delà des frontières de leur quartier avec une certaine appréhension. Même s'ils qualifient eux-mêmes à l'antenne leur quartier de ghetto, on peut l'entendre le dire, il faut savoir qu'ils restent très souvent dans leur quartier. Et je vais vous livrer une anecdote. Pour les élèves, même ceux qui vivent à Paris, venir à Radio France, c'est une véritable aventure. Et il y a des collégiens parisiens qui nous disent, lorsqu'ils voient la Tour Eiffel des fenêtres de la rédaction, que c'est la première fois qu'ils la voient en vrai. Et ces propos sont confirmés par les enseignants. Et ces jeunes habitent à Paris, donc dans le 19e arrondissement. Pour revenir au reportage, ce sont des moments où ces jeunes sont confrontés à l'altérité, à la différence, et au cours des interviews, ils apprennent à écouter le point de vue de leurs interlocuteurs, des points de vue qu'ils ne partagent pas toujours. Et d'ailleurs, ils nous disent « moi, si je ne suis pas d'accord, je ne le diffuse pas ». Et on leur dit que diffuser n'est pas adhérer. Et que c'est simplement permettre à chacun de s'exprimer pour que les auditeurs se fassent leur propre opinion. Ainsi, en reportage, donc, les élèves partent à la rencontre d'eux-mêmes et de leurs camarades, car sur le terrain, dans un environnement inconnu, être ensemble, ça fait sens. Ils forment alors une petite communauté où chacun a un rôle. L'un assure la prise de son, l'autre amorce l'interview, l'autre relance les questions. Ils comprennent qu'ils font un corps et donc une mini-société où chacun a un rôle pour agir ensemble. Et j'emploie agir ensemble à dessein, parce qu'à mes yeux, il transcende le vivre ensemble, qui, à l'aune des événements de janvier 2015, me paraît être une injonction usée à force d'être lessivée dans les discours politiques, une formule quasi vide de sens, de pragmatisme et d'efficacité au cœur de l'enceinte scolaire. Donc je lui préfère agir ensemble, qui me paraît plus ambitieux pour élaborer un travail commun et une appropriation méthodique des connaissances. En tout cas, c'est ainsi que
j'ai procédé pour concevoir Interclasse. Et il est intéressant à présent de voir comment les enseignants perçoivent l'engagement de leurs élèves dans ce programme. Alors on ne peut pas ici évaluer l'incidence sur chaque élève. Néanmoins, il est possible de dresser une tendance générale observée donc par les professeurs qui ont tous accepté de répondre au questionnaire bilan que je leur ai soumis à l'issue de la 2e saison. Tout d'abord, un incroyable investissement de la part des élèves. Ils ont participé, réfléchi et créé une véritable émulation de groupe. Les relations entre les élèves ont été améliorées. Ils ont appris à se connaître, à s'écouter, à respecter des points de vue différents, à faire des concessions, à être patients et à prendre la parole, y compris face à des personnalités parfois intimidantes, comme le président de la République, puisqu'ils ont pu aller faire des reportages à l'Élysée, des ministres aussi, des parents de prisonniers, des anciens détenus, des migrants, mais aussi des inconnus. De nombreux élèves indiquent que ce programme leur a donné une grande confiance en eux et a créé de la solidarité au sein de la classe. Ils se disent étonnés et touchés qu'on s'intéresse à eux et ils se sentent considérés et valorisés. Et il y a un autre fait notable mentionné par les enseignants, c'est que leur approche de la scolarité a changé. Des élèves se sont impliqués davantage dans des disciplines comme si le dispositif leur avait donné une autre vision de leur scolarité. Et dans une des classes de Saint-Denis, toutes les moyennes des élèves ont progressé, toute l'équipe pédagogique l'a observé et l'explique par le dispositif. Franchement, ce n'est pas moi qui me permettrais de formuler une telle conclusion, c'est une équipe pédagogique. Et des enseignants et chefs d'établissement nous ont confié que des élèves décrocheurs se sont raccrochés à leur scolarité grâce à Interclasse. Alors notez évidemment que lorsque ces faits nous sont rapportés, nous sommes ravis, mais nous savons bien qu'un tel projet ne peut pas pallier toutes les carences. Et puis on note aussi évidemment qu'il y a certains élèves qui entrent peu ou pas dans la dynamique d'apprentissage d'Interclasse. Et je voudrais enfin vous faire partager une dernière réflexion. Je pense que dans un monde complexe, il est impératif de doter intellectuellement les esprits en construction afin de favoriser leur compréhension des grands enjeux qui traversent notre société. Il est nécessaire de leur faire comprendre qu'une presse vivante est l'expression d'un vrai pluralisme et la colonne vertébrale d'une démocratie vivante. Il faut écouter la diversité des points de vue et les professionnels de l'information ont le devoir de les diffuser avec rigueur et éthique. Avoir une pensée autonome, argumenter un propos et être respecté quand on s'exprime, ce sont les enseignements majeurs d'Interclasse. Et dans cette aventure journalistique, pédagogique, la promotion de la citoyenneté, eh bien, elle s'incarne à travers le reportage et la découverte sensible du monde. Interclasse, pour moi, c'est vraiment un acte politique fort qui engage chaque adulte de France Inter au contact de ces jeunes qui grandissent dans les quartiers les plus pauvres de notre pays. Et pour ces adolescents, il faut bien comprendre qu'à la pauvreté sociale, économique, culturelle et langagière s'agrège aussi la pauvreté informationnelle. Et je rebondis un peu sur ce que l'on entendait ce matin, c'est que pour faire citoyenneté, il faut éprouver le sentiment d'appartenance à la nation. Et pour de nombreux jeunes qui vivent donc dans ces quartiers populaires, force est de constater que les 3 préconditions de l'accomplissement démocratique, détaillées ce matin en ouverture du colloque par Pierre Rosanvallon, eh bien, elles sont loin d'être réunies. Pour autant, modestement, à travers notre action, nous tentons de restaurer ces 3 préconditions que je reprendrai ici. La confiance dans les institutions, qu'elles soient médiatiques ou politiques. La capacité également à délibérer dans l'intérêt général et dans la construction du commun. Et enfin, la possession et la maîtrise d'une langue commune pour formuler des désaccords et des convergences. Et à l'âge de la post-vérité, l'éducation aux médias, il me semble, est une impérieuse nécessité. Elle favorise le développement de l'esprit critique pour former des citoyens éclairés, actifs et responsables, et puis capables de débattre ensemble. Donc il s'agit d'un apprentissage de la démocratie. Il faut comprendre que cette génération vit, d'ailleurs vous devez bien le constater, le regard rivé sur leur téléphone portable. Et on voit bien, ces jeunes deviennent des cyniques de l'information. Ils prennent le moindre tweet pour argent comptant et les plus faiblement armés intellectuellement s'apparentent pour moi à des prisonniers dociles, à des esclaves consentants. Et
cette prison mentale, elle est vraiment terrible à constater dans les classes. Je terminerai en vous disant que Interclasse, c'est également une forme de pédagogie active et donc in fine de démocratie active. Parce que les élèves sont impliqués dans un processus collectif qui reconnaît la singularité de chacun. Et à l'instar d'une démarche démocratique, les séances d'Interclasse permettent aux élèves de progresser ensemble pour parvenir à la réalisation d'un projet de groupe. Si l'on considère la classe comme une mini-société, on peut admettre que ce cheminement fait passer l'élève individu au statut d'élève citoyen. Cette pédagogie d'implication personnelle en vue de l'élaboration en commun amène progressivement l'élève à évoluer du jeu vers le nous, du singulier au collectif et de l'immédiateté à un travail sur le long terme, puisque la durée, c'est vraiment le gage de réussite d'un programme d'éducation aux médias. Et donc, au fil des mois, des collégiens, des lycéens, avec confiance et patience, apprennent donc à travailler dans notre environnement radiophonique, vivent et nous font vivre une très belle expérience humaine, celle de la découverte de l'autre avec toute sa différence et toute sa richesse. Merci.